Quel projet éducatif doit porter la gauche demain pour refonder une société écologique plus juste, plus démocratique? L'écologie et l'éducation sont bien sûr les deux domaines qui définissent, qui préfigurent notre avenir. L'écologie parce qu'elle nous pose la question quel monde allons-nous laisser à nos enfants? L'éducation parce que cela nous oblige à nous poser la question quels enfants allons-nous laisser au monde? Et ces deux questions sont profondément liées l'une avec l'autre et je crois qu'on a parfaitement raison de les mettre en avant dans les projets politiques qui se présentent, que nous construisons pour notre avenir. J'ai quand même une inquiétude, j'ai l'inquiétude de celui qui a vu à plusieurs reprises des projets et des programmes escamoter l'éducation ou s'en tenir à quelques petites réformes de tuyauterie de surface sans se reposer la question des finalités même de l'éducation et de la place de l'éducation dans la société. Alors commençons par clarifier les choses. L'éducation, ça n'est pas seulement l'école, évidemment. L'éducation, ce sont les parents, et la France a un retard considérable dans la formation à la parentalité par rapport à toute une série d'autres pays dans le monde. L'éducation, c'est l'organisation de la ville, la manière dont on construit les trottoirs, dont on construit les transports en commun, les aires de jeu, etc. L'éducation, c'est les médias. On sait l'importance des médias et de ce que diffusent les médias et que reçoivent les enfants. L'éducation, c'est la publicité qui les assaille en permanence, c'est tout ce qu'ils reçoivent à travers le numérique. L'éducation, c'est tout cela et c'est aussi l'école, mais ce n'est pas seulement l'école. Si j'y insiste, c'est parce qu'on ne dit pas suffisamment, même si on le cite trop souvent, que selon le vieux proverbe africain, il faut tout un village pour élever un enfant. Et il a à penser par lui-même, comme le disait le philosophe Kant pour définir les Lumières, et en même temps à fabriquer du commun, à faire société avec les autres pour que cette société soit peut-être, et il faut l'espérer, plus solidaire que la société d'aujourd'hui. On ne pourra pas résoudre tous les problèmes éducatifs simplement en réformant l'école, sans s'intéresser aux médias, sans s'intéresser à la parentalité, sans s'intéresser aux problèmes du logement, sans s'intéresser à l'organisation de la ville, sans s'intéresser à toute une série de questions qui concernent directement, complètement directement, l'éducation de l'enfant. L'éducation n'est pas seulement l'école, mais quand il est question d'éducation, on pense déjà à l'école, à notre jeunesse. On est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, l'école reproduit, fabrique des inégalités. Pour Génération, la défense de l'école publique est centrale, car l'école publique, c'est l'école de chacune et chacun, de tous, ensemble. Alors, il y a beaucoup de lieux communs sur l'école, mais on oublie que c'est avant tout le lieu du bien commun. Comment est-ce qu'on sort de cette impasse de l'école des classes? Autrement dit, comment est-ce qu'on sort de cette école inégalitaire? Les enquêtes montrent que notre école devient de plus en plus inégalitaire. On estime que jusque dans les années 1984, l'école a été productrice de promotion sociale. Depuis les années 85-90, on s'aperçoit que la promotion sociale n'est pas au rendez-vous et que l'école accroît les inégalités. Elle les accroît et en plus, elle les légitime, les inégalités, parce qu'une fois que les enfants sont passés par l'école, eh bien, les inégalités sont devenues labellisées en quelque sorte. Ceux qui ont réussi à l'école, il est légitime qu'ils aient un bon salaire et une bonne profession, et ceux qui ont échoué à l'école, eh bien, doivent se contenter des restes que la société veut bien leur offrir. D'abord, bien sûr, il faut travailler sur la politique de la ville, sur la politique du logement. Bien sûr, il faut travailler d'une manière plus globale sur la question du chômage. Le chômage, le logement sont des éléments absolument déterminants pour que les conditions sociales dans lesquelles vivent les enfants leur permettent d'accéder à l'école dans de bonnes conditions. Pour lutter contre ces inégalités, on pourrait revenir à ce qui, chez Alain Savary, avait été la pierre de touche de la fondation des zones d'éducation prioritaire. Il s'agissait, disait Alain Savary, de donner à la fois plus et mieux à ceux qui ont moins. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Et si on regarde ce qu'on appelle le budget consolidé d'un collège de banlieue, d'un collège de zone sensible, si on regarde ce budget en intégrant les salaires des enseignants, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, eh bien,
un élève d'un collège de zone sensible, de réseau d'éducation prioritaire, coûte moins cher aux contribuables français et au budget de la nation qu'un élève d'un collège de centre-ville. Il faut changer évidemment cela. Il faut une politique d'éducation prioritaire qui soit beaucoup plus ambitieuse et qui amène dans les zones d'éducation prioritaire des professeurs expérimentés à qui on offre une décharge significative pour qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient formés tout au long de leur carrière, qu'ils puissent travailler en équipe et qu'ils puissent se mobiliser avec des ressources culturelles de haut niveau pour les élèves qu'ils scolarisent. La mixité sociale, c'est un des enjeux majeurs. Le CNESCO disait c'est la bombe à retardement du système éducatif français. Nous avons des établissements entièrement ghettoisés et quand on a plus de 2/3 des élèves qui sont en grande difficulté, voire en détresse sociale, quand on a plus de 2/3 des élèves dont les parents vivent de l'aide sociale, on est dans une situation qui n'est pas gérable. Les 20% d'élèves qui ne sont pas en difficulté vont fuir progressivement ce collège pour aller soit dans des collèges de centre-ville, soit dans des collèges privés. Donc, il faut une politique volontariste de mixité sociale. Alors oui, je crois véritablement qu'il y a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour renverser aujourd'hui la politique que nous vivons, qui est une politique où l'argent va aux riches. Un élève de classe préparatoire aux grandes écoles coûte beaucoup plus cher qu'un élève d'université. Faut-il les maintenir? Faut-il les supprimer, ces classes préparatoires aux grandes écoles? Je pense que c'est en tout cas une question qu'il faut se poser. Et je suis partisan pour ma part, que ce soit pour l'enseignement public ou pour l'enseignement privé sous contrat, à ce que l'on proportionne systématiquement la dotation en budget consolidé, c'est-à-dire salaire compris aux difficultés sociales des élèves qui sont scolarisés dans l'établissement. Ce serait un grand pas vers plus de justice et ce serait probablement, j'en suis convaincu, un moyen de lutter contre ces inégalités qui minent le système scolaire, qui minent la confiance des Français dans le système scolaire et qui minent l'unité sociale de notre pays. Pour reprendre les mots de votre titre, que peut l'école pour la démocratie? Vous parlez de démocratie et non de république, ce qui est différent de ce que l'on entend davantage, à savoir l'école républicaine. Et le titre est une inversion, ce que peut l'école pour la démocratie, pas ce que la démocratie ou la République peuvent ou doivent faire pour l'école. Pourquoi cette inversion et ce choix? Je m'inquiète pour la démocratie quand on confond le bien commun avec la lutte sans merci des intérêts individuels. Et je crois que l'école ne peut pas tout. L'école ne peut pas tout. Il ne faut pas dire que l'école a tous les pouvoirs, bien évidemment que non, mais elle peut quelque chose parce qu'elle est le lieu où passent tous les enfants. Elle est le lieu où des enfants différents se rencontrent, apprennent ensemble. Je dis souvent que l'école n'est pas simplement un lieu pour apprendre, c'est un lieu pour apprendre ensemble et que ensemble est aussi important qu'apprendre. Apprendre ensemble, c'est apprendre à apprendre des autres, c'est apprendre à échanger avec les autres, c'est apprendre à s'enrichir des autres. Et c'est un creuset social qui est fondateur pour former de futurs citoyens. Alors à l'école, dans cette école, il y a deux perspectives, deux objectifs fondamentaux auxquels je suis très attaché. Le premier, c'est d'aider chacun à penser par lui-même. C'est évidemment une des conditions pour que la démocratie ne soit pas un leurre et pour que tout ce qui circule comme fake news sur les réseaux sociaux, tout ce qui circule comme théorie du complot, tout ce qui circule comme embrigadement de toutes sortes, eh bien, puisse être par ces jeunes regardé avec une distance critique, qu'ils ne s'en tiennent pas à ce qui brille, à ce qui les fascine, mais qu'ils aillent regarder en profondeur en ayant toujours, vis-à-vis de ce qu'on leur dit, l'exigence de précision, de justesse et de vérité qui leur permet de progresser. Et puis, la deuxième vocation de l'école pour la démocratie, c'est la fabrication du commun. Les enfants arrivent en classe et ils arrivent en classe chacun avec une histoire singulière, particulière. Ils arrivent en classe pour apprendre les mêmes choses. Eh bien oui, les savoirs, contrairement aux croyances, c'est ceux qui se partagent à l'infini entre tous les humains. L'école est le lieu de l'apprentissage, du partage des savoirs. C'est le lieu de l'apprentissage de cette capacité à comprendre ensemble le monde pour pouvoir mieux agir sur lui.
Alors cela, ce n'est pas simplement en enseignant l'écologie qu'on y parviendra, c'est en pratiquant, en mettant en pratique à l'école la coopération, les conseils d'élèves, en impliquant les élèves dans la réflexion sur leur école, en les impliquant beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui. C'est aussi en les aidant à découvrir au-delà de l'école elle-même toutes les solidarités de leur quartier, de leur ville, de leur région, de leur pays, et à leur montrer l'importance d'activer ces solidarités. Construire du commun, c'est l'enjeu de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans construction du commun. Et je pense que nous aurions bien besoin que cet objectif-là soit affiché et affirmé avec toutes ces conséquences pédagogiques pour l'école d'aujourd'hui et l'école de demain. Vous parlez dans un de vos ouvrages de penser l'école d'hier au sens de soigner et de penser l'école de demain au sens de réfléchir. La réparation et la préparation nécessaires à la construction du monde qui vient, c'est aussi répondre à l'urgence écologique. Transition éducative, démocratique et écologique sont indissociables. La question écologique à l'école pose la question des programmes et des formations, de revaloriser les compétences qui relèvent de l'éducation manuelle ou technologique, mais cela recouvre bien d'autres choses. Comment transformer l'école en école logis, pour reprendre un terme d'un ouvrage que vous préfacez? Oui, l'école logis, c'est une belle expression. Elle renvoie à l'idée d'une école habitable, d'une école qui ne soit pas simplement un lieu de passage, un hall de gare où l'on vient prendre des cours pour repartir travailler chez soi ou chez les copains. C'est un lieu dans lequel on vient rencontrer les autres et le savoir et qui est habité par un collectif, et un collectif qui existe. Moi, je suis très frappé par la manière dont les établissements scolaires sont devenus de gigantesques machines, de gigantesques usines, où triomphe le plus souvent l'anonymat et où se développent des réactions de violence, mais aussi de harcèlement et toute une série d'autres dérives qui sont très difficilement contrôlables. C'est la raison pour laquelle je propose depuis très longtemps que dans un grand lycée ou un grand collège ou une grande école primaire, eh bien, on organise des unités pédagogiques de 4 classes à peu près. Pourquoi 4 classes? Parce que d'après les études, c'est le chiffre à peu près 160, entre 120 et 160 élèves, où on peut se connaître, où on peut s'identifier et qui constitue une unité à la fois suffisamment riche, mais pas trop importante pour qu'on puisse lutter contre toutes les formes d'anonymat. J'imagine bien volontiers qu'on pourrait, dans un collège, regrouper une sixième, une cinquième, une quatrième, une troisième, en faire une unité pédagogique, la confier à un petit groupe de 7 à 8 professeurs qui les réunissent ensemble. Nous savons que l'entraide entre élèves, entre un élève qui a un peu plus compris, qui a un peu d'avance et un autre, profite aux deux. Celui qui explique progresse autant que celui à qui l'on explique, parce qu'il est obligé, parce qu'il explique, d'approfondir son propre savoir. Oui, constituons des unités pédagogiques qui soient des maisons habitables, avec des enseignants identifiés, qui soient collectivement responsables d'un groupe d'élèves identifiés et au sein desquels on puisse organiser une véritable vie collective. Avec une vraie coopérative éventuellement, et j'aimerais beaucoup un budget participatif. Allons vers une école logis et puis faisons en sorte que cette école logis, elle soit en tant que logis, un logis écologique si possible. Donc Camus, en 1946, déplorait déjà, et cela paraît toujours d'actualité, le monde change et avec lui les hommes et la France elle-même. Seul l'enseignement français n'a pas encore changé. Cela revient à dire qu'on apprend aux enfants de ce pays à vivre et à penser dans un monde déjà disparu. Alors pour vous, quelles sont les mesures d'urgence pour l'école? Si je voulais être à la fois un peu polémique et pleinement dans l'actualité, je pense qu'une des priorités absolues, ce serait de retrouver le dialogue entre les enseignants et leur ministère. Nous sommes aujourd'hui sous le signe d'une école qui se veut une école de la confiance et qui est en réalité une école de la défiance, une école de la suspicion.
une école où les enseignants sont prolétarisés, c'est-à-dire qu'ils sont réduits à exécuter, en particulier les enseignants du premier degré, les instituteurs, ce que l'on appelait les instituteurs et les institutrices, sont réduits à appliquer des procédures standardisées. Retrouvons la confiance en donnant aux enseignants une autonomie, en leur redonnant une vraie liberté pédagogique et en soutenant cette liberté pédagogique par un projet politique ambitieux. Aujourd'hui, nous avons quelque chose d'assez bizarre. Ce n'est pas de vrais projets politiques ambitieux, mais en revanche, une multitude de directives techniques. C'est l'inverse qu'il nous faut. Donner une perspective globale, montrer que l'école elle a une fonction qui n'est pas simplement préparée à des professions, à des métiers, qui est préparée des citoyens, qu'elle a une cohérence entre la maternelle et l'université, et que cette cohérence, c'est l'accession à la liberté de penser, à la capacité de construire du commun en comprenant le monde. Aujourd'hui, nous avons dans l'éducation nationale un fonctionnement où la technique, l'administration ne sont plus au service des enseignants, ce sont les enseignants qui sont au service de la technique, de l'administration, des batteries de tests, des tableaux Excel et de la multitude des injonctions qui leur arrivent tous les jours sans nécessairement beaucoup de cohérence entre elles. Alors renversons cela, donnons une vraie ambition à l'école de la République, donnons-lui des finalités qui soient des finalités fortes, réellement identifiées et qui suscitent l'adhésion, et puis faisons confiance pour les modalités aux acteurs en leur donnant des outils, des moyens, des heures pour qu'ils travaillent en équipe, qu'ils inventent, qu'ils se sentent respectés, reconnus et qu'ils soient de véritables inventeurs d'une école de l'avenir, une école de l'avenir dont ils seront évidemment les acteurs principaux.